Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, exceptionnellement un samedi, le 12 août 2023, puisque vous le savez, habituellement l'émission a lieu tous les vendredis de 10h à midi, mais cette semaine, un contretemps en bas âge qui m'a obligé à tout décaler aujourd'hui, ce samedi, où nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, la meilleure matinale pop culture, à l'exception de toutes les autres évidemment, durant laquelle on revient pendant 1 à 2 heures sur l'actualité pop culture de la semaine passée, mais avec un angle qui pourrait vous surprendre un petit peu si vous découvrez l'émission pour la première fois, puisqu'on essaie de gratter un peu sous la surface de toutes ces œuvres culturelles qui nous parlent tant pour essayer de voir ce qu'elles nous disent réellement de nous et de notre monde, le tout sur fond de musique, d'animé, de blagues beaucoup trop référentielles pour le bien de cette émission et de références à Keanu Reeves, un des parrains psychologiques de cette émission aux côtés de Goku et de Maître Miyagi, bien qu'aucun des trois ne soit au courant. En même temps, les trois, c'est des personnages de fiction, Lex. Oui, mais les gens, cette semaine dans Soft Power, une émission spéciale coup fourré, si je puis dire, puisqu'on va s'intéresser à une petite poignée d'œuvres et d'événements qui nous disent beaucoup plus que ce qu'ils ou elles montrent au premier abord. On va se facepalmer tous et toutes ensemble en faisant un tour du côté de l'organisation du combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Et je suis toujours fasciné que la phrase que je viens de dire existe et qu'elle ait du sens. On va voir également ce que Magic, l'Assemblée, a à nous dévoiler cette semaine à l'occasion du 30e anniversaire d'un des jeux de cartes les plus célèbres et les plus importants au monde. Une fois n'est pas coutume, on jettera un œil à une série thaïlandaise, Venus in the Sky, prévue pour le mois de septembre et qui nous rappelle à quel point le boys love est devenu un genre prédominant dans les productions thaïlandaises. On parlera un petit peu football féminin et on essaiera de comprendre comment il est possible que l'équipe américaine, pourtant plus que favorite, se soit fait sortir si tôt pendant la Coupe du Monde. Mais certains ont déjà des incroyables explications. Vous verrez, on ira mettre les pieds chez l'autorité de la concurrence sud-coréenne qui ces derniers mois s'intéresse de tout près à l'industrie de la K-pop et qui est revenue cette semaine avec un nouvel angle d'attaque. Et bien sûr, on pourra fêter un petit peu cette semaine la grande bonne nouvelle de la semaine. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous le savez, on va parler de la syndicalisation à venir des artistes effets visuels chez Marvel, dont on parle depuis des mois dans Soft Power et dont on avait du mal à rêver tant sa réalisation semblait improbable. Mais trêve de mondanité, comme dirait l'autre, pas de bon Soft Power sans démarrer l'émission avec la bande-annonce de la semaine. Mettez vos ceintures, asseyez-vous bien droit dans votre siège, faites attention à n'appuyer sur aucun bouton avec vos pieds par mégarde. Métamorphose, les gens, Goldorak, go! On les attendait, ces premières images du nouvel animé UFO Robo Grendizer, connu chez nous sous le nom de Goldorak depuis l'annonce du projet l'année dernière par son créateur Go Nagai. Et les voici donc, même si en l'état ce teasing vidéo ne nous dévoile encore pas grand chose, en dehors de certains plans de mécanique et d'aperçus du protagoniste Actarus, plan pas très différent par ailleurs du teaser qui avait été montré l'année dernière. Et histoire de faire les choses bien, à l'équipe de création on retrouve pas mal de noms connus de l'animation japonaise,
japonaise, puisque la série animée est réalisée par Mitsuo Fukuda du studio Gaina, un habitué des productions méca robotiques qui avait déjà dirigé différentes séries Mobile Suit Gundam et qui s'occupera de la réalisation du prochain film Mobile Suit Gundam Seed Freedom, prévu pour l'année prochaine. Le chara design, quant à lui, est confié à Yoshiyuki Sadamoto, juste le chara designer d'Evangelion. Voilà, Evangelion dont il aura d'ailleurs la charge du manga quelques années plus tard. Le scénario est confié à Ichiro Okoti, le scénariste de l'animé de chez Sunrise Code Geass, qui avait eu son petit succès à l'époque et dont vous vous rappelez peut-être le nom. Et on retrouve Korei Tanaka à la composition. Korei Tanaka qui a produit tellement de bandes originales, Gunbuster, Sakura's Wars, One Piece, JoJo's Bizarre Adventure, que je pense que si on empilait tous les CD et tous les vinyles de ses créations, on dépasserait probablement la taille de Goldorak lui-même, 30 mètres normalement, encore que ça dépendait beaucoup du besoin des animateurs à chaque épisode. On ne sait pas encore trop de quoi va parler ce nouvel animé, qui aura la charge de faire découvrir la franchise à un tout nouveau public, plus de 50 ans après la série originale. À ce titre, Ichiro Okoti précise qu'il ne s'agira ni d'un remake, ni d'une suite, mais d'une œuvre entièrement nouvelle, destinée à toucher, vous l'aurez compris, le plus grand nombre. Et plus grand nombre, il devrait y avoir, tout du moins en France, puisque l'aura de la désormais franchise Goldorak est très loin d'avoir perdu de son éclat. Je pourrais rappeler notamment l'énorme succès en librairie qu'avait été le magnifique recueil Goldorak publié chez Kana en octobre 2021, vendu à quasi 230 000 exemplaires, ce qui est au moins aussi colossal que le robot lui-même. Mais je pourrais également rappeler l'adaptation en jeu vidéo par Microids, Goldorak, le festin des loups, prévu pour cette année. Il faut dire que malgré un succès contesté au Japon, notamment devant l'écrasant succès de Mazinger Z, je vous passe le lore de tous les Mazinger dans lequel s'inscrit par ailleurs Goldorak, s'il y a bien un pays dans lequel le succès de Goldorak a été important, c'est bien en France. Énorme part d'audience à l'époque, disque de platine pour Noam Kaniel, des timbres La Poste Goldorak, s'il vous plaît. On a rapidement autant parlé de génération Goldorak qu'on a pu parler a posteriori de génération Dragon Ball. Mais si je voulais vous parler de cet animé, les gens, c'est qu'il y a un petit plot twist. Lorsque l'on regarde bien le début de ce teaser, on peut apercevoir que l'animé est réalisé en partenariat avec Manga Productions, une filiale saoudienne de la fondation Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite et actuel Premier ministre. Manga Productions, donc importante société de production d'animation, de développement de jeux vidéo et de bande dessinée avec, je cite le site officiel, un contenu créatif et positif ciblant tous les groupes locaux et internationaux de la société pour inspirer les héros de demain. Alors là, plusieurs choses, les gens. D'abord, à titre liminaire, peut-être, il faut rappeler que c'est pas tout à fait étonnant en soi qu'on parle de Goldorak sur le sol saoudien. L'animé avait également été très populaire dans les pays arabes et la connexion avec le Japon était restée d'autant plus forte que le doublage arabe, lui, avait conservé les noms des personnages et conservé les chansons de la version japonaise, même si ça n'empêchera pas l'Arabie Saoudite par ailleurs d'en censurer une partie. Et le succès avait été tel qu'il avait entraîné des tonnes de productions locales de bandes dessinées publiées pour le marché arabe, dont beaucoup par ailleurs étaient des traductions de bandes dessinées produites en Italie. Et ça, c'est sans parler de la gigantesque statue de 33,7 mètres de haut de Goldorak à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, désormais reconnue par le Guinness World Record comme la plus grande sculpture en métal d'un personnage fictif au monde, et elle est magnifique. Dans son excellent papier de 2020 sombrement intitulé « Influence et succès de l'édition arabe du faux robot Grandizer, adoption d'une icône japonaise dans le monde arabophone », Karim El Moufti précise, je le cite parce que c'est super intéressant, « Goldorak a dépassé les attentes initiales de ses producteurs, bien que les travaux de conversion de la version japonaise originale en arabe aient conservé la phonétique, les sites et les références culturelles. Le dessin animé s'est en fait épanoui dans sa vie propre, dans une vie propre. Le processus de domestication était intimement lié au contexte et à la politique arabe au moment de la création de la série, reflétant ainsi les
profonde préoccupation des générations de cette époque. Une forte exposition à la violence, à l'injustice au Moyen-Orient avait créé un environnement hospitalier pour la figure d'une résistance puissante et d'un héros pro-justice. Je vous invite à lire le papier en entier, le sujet est passionnant. Mais maintenant, les gens, une fois qu'on a dit ça, on peut, il me semble, quand même s'interroger quant au rapport de l'Arabie Saoudite au soft power japonais. On avait déjà parlé il y a quelques mois maintenant dans Soft Power, si vous vous en souvenez, de la volonté du pays de fortement lisser son image à l'international par du soft power culturel. On avait beaucoup parlé à ce moment-là de cinéma et notamment du festival saoudien Init, mais je peux également rappeler que l'Arabie Saoudite a dépensé près de 8 milliards de dollars sur les 18 derniers mois pour acquérir et constituer de manière express des participations dans des sociétés de jeux vidéo dans l'objectif annoncé par Mohamed Ben Salman de, je cite, transformer le royaume en la plaque tournante mondiale ultime pour le secteur des jeux et des sports électroniques. L'objectif étant que l'industrie contribue à 1% du produit intérieur brut d'ici 2030, c'est colossal, d'où le fait que par ailleurs que l'Arabie Saoudite est devenue l'actionnaire étranger principal chez Nintendo, d'où le fait que le pays ait investi chez Embracer, d'où le fait que le pays ait investi chez Electronic Arts, chez Activision Blizzard, qu'il ait entièrement racheté le studio SNK, d'où le fait également que le pays soit désormais très investi dans la scène e-sport, d'où l'organisation du Global eSport Game à Riyad, et d'où un petit partenariat, les gens, avec Microids, tiens, pour un accord d'édition et de distribution du jeu Goldorak, le festin des loups au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La boucle est bouclée. L'idée, vous l'aurez compris, avec tous ces investissements cinématographiques, vidéoludiques et désormais aussi en animation, de renforcer une image et un imaginaire d'ouverture, de modernité, de pop culturalisation de la société saoudienne dans une stratégie nationale et régionale plus profonde de diversification économique et d'expansion d'un soft power moyen-oriental, en profitant en grande partie d'un soft power japonais déjà bien installé au Moyen-Orient, puisqu'il est régulièrement retenu comme le plus grand soft power étranger installé sur le territoire. À ce titre, comme le souligne Essam Bukhari, PDG de Manga Production, je le cite, chez Manga Production, nous croyons au pouvoir du contenu et façonnons l'avenir de nos générations. Je vais mettre un petit peu plus de passion. Nous sommes fiers que nos partenaires au Japon nous aient choisis pour cette annonce. C'est une appréciation des talents saoudiens et de leur créativité. Parce que c'est bien de ça dont on parle, de vendre une certaine image de l'Arabie Saoudite pour en faire oublier une autre, largement moins glorieuse, du fait de son rapport aux droits de l'homme, du fait de sa répression de ses opposants politiques, des femmes, des minorités religieuses et autres militants des droits humains, du fait de son implication dans plusieurs conflits régionaux, notamment au Yémen, du fait de son soutien aux groupes radicaux et de sa indépendance organisée aux hydrocarbures. Et tout cela, les gens, pour vous dire à quel point le sujet est complexe et largement au-dessus de ma portée, tout cela dans un contexte de géopolitique internationale où le Japon lui-même est en train de virer sa cutie, de changer de stratégie au Moyen-Orient, comme en a témoigné il y a quelques semaines un voyage du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes et au Qatar. Un Japon qui, en plus de ses influences culturelles, aimerait progressivement diffuser son influence politique, notamment en jouant un rôle plus actif dans la résolution des conflits régionaux. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, parce que moi, en dehors de Matrix 2, ça commence à devenir compliqué. Bref, c'est bien de tout ça dont on parle lorsqu'on évoque ce nouvel animé Goldorak, un étrange produit complexe issu de l'histoire culturelle saoudo-japonaise, mais aussi un incontestable outil de soft power à la fois saoudien et japonais qui va porter avec lui de nombreux enjeux. Pour le Japon, bien sûr, mais aussi pour l'Arabie Saoudite, qui gagnera au final, rien n'est moins sûr, car comme le soulignait Goldorak, au festin de l'amitié, chacun peut trouver sa pitance, mais au festin des loups, il n'y a pas de dessert. Et quant à la grande question de savoir si finalement cet animé sera bien ou non, ça on jugera comme toujours sur pièce à sa sortie, normalement prévue courant 2024, une série qui devra traverser tout l'univers aussi vite que la lumière, jaillir du fond de la mer et bondir jusqu'à Jupiter pour nous refaire découvrir le grand Goldorak. More individual VFX houses. For reference, just over 20 years ago, The Phantom Menace employed just one VFX company, ILM, to create all of its digital effects, whereas The Rise of Skywalker just a couple of years ago employed a dozen. The 2002 Spider-Man employed 3 VFX houses, No Way Home, 14. And this is a part of an overall change in the business model. Instead of a small number of houses tackling the effects for an entire film, you'll now have numerous houses, each taking on individual sequences or individual elements that each respective house specializes in.
You can see this. Bon, les gens, il faut qu'on en parle. D'aucuns aura sans doute déjà dit que oui, parfois, à Soft Power, on enquille pas mal de nouvelles un petit peu badantes, que le monde est pourri et qu'on va tous et toutes être transformés en esclaves à produire des jouets Metal Gear Solid pour le compte de Mattel dans les années à venir. Mais je tiens à m'inscrire en faux de tout ceci. D'abord parce que le monde est formidable, en témoigne la seule existence de Keanu Reeves et le chapitre 409 de Dragon Ball. Mais ensuite parce que si vous vouliez une bonne nouvelle, en voici une belle. Ça faisait des semaines qu'on suivait ça dans Soft Power. On parlait déjà de l'éventualité souhaitée que cela se produise depuis les quasi tout premiers numéros de l'émission et c'est désormais devenu réalité puisque le personnel des effets visuels de Marvel Studios a enfin sauté le pas pour former le premier syndicat des effets visuels de l'industrie américaine, histoire de faire face à des conditions de travail absolument épouvantables dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission, puisque cette semaine, un groupe de plus de 50 professionnels de Marvel VFX a en effet adressé une pétition au National Labor Relations Board, une agence indépendante qui a pour mission de faire respecter le droit du travail, notamment en ce qui concerne la négociation collective et les pratiques déloyales, une pétition pour réclamer une représentation du syndicat IATSE, l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, qui regroupe déjà tout un tas de corps de métier, puisque le syndicat compte déjà 170 000 membres au compteur. Syndicat qui s'est empressé de saluer cette décision des travailleurs et travailleuses des effets visuels en la présentant comme, je cite, un changement majeur dans une industrie qui est restée en grande partie non syndiquée depuis les premiers films Star Wars dans les années 70, à l'organisateur des effets visuels de l'IATSE, Mark Patch, d'ajouter, je cite, je le cite, « Il s'agit d'une première étape historique pour les travailleurs des effets visuels qui se réunissent avec une voix collective exigeant le respect du travail que nous faisons. » Cette pétition, les gens, est une première étape vers la création d'une reconnaissance syndicale pour les artistes des effets spéciaux de chez Marvel et elle intervient au sommet, on en parlait la semaine dernière, d'une grande grève conjointe historique des scénaristes, des acteurs et des actrices d'Hollywood face aux studios et aux plateformes de streaming où sont largement revendiquées par tous et toutes de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et un encadrement strict des intelligences artificielles génératives dans les professions. Un moment d'autant plus charnière de cette contestation qui vient cette semaine de passer sa 100e journée par ailleurs, qu'on a appris il y a quelques jours que Disney avait passé la seconde pour constituer une grande équipe de spécialistes en intelligence artificielle et en apprentissage automatique afin de pouvoir baisser ses coûts de production dans les années à venir. Et vous aurez compris que la baisse des coûts de production, ça allait pas être tout à fait sur le nombre de feuilles A4 à commander à la fin du mois. Et on est aussi à un moment où on a appris cette semaine dans le Los Angeles Times que seulement 7% des Américains soutenaient les studios et les plateformes de streaming, ce qui fait instantanément pour cette arrivée des travailleurs et des travailleuses VFX sur le terrain de la contestation un timing absolument parfait, un timing savamment travaillé au corps par l'IATSE qui faisait campagne depuis des mois pour élargir son adhésion aux travailleurs des VFX et de l'animation. Allez, le staff de Spider-Man Across the Spider-Verse, vous êtes les prochains. Comme le souligne Bella Hoffman, la coordinatrice IATSE VFX, je la cite, les délais d'exécution ne s'appliquent pas à notre profession, ni le respect des horaires, ni l'équité salariale. Il est temps que les effets visuels deviennent un secteur stable, durable et sûr. Les 50 travailleurs et travailleuses derrière la pétition ont réclamé qu'un vote soit rapidement mis en place le 21 août, c'est dans une semaine, sachant qu'un arrêt rapide de la post-production des œuvres générerait un blocage sans précédent dans l'industrie. Imaginez une seconde un blocage de la post-production en plus de l'actuel blocage de la production, de quoi ouvrir, il me semble, une vraie porte menant à une bascule potentielle des rapports de force, notamment avec le géant Disney. Les gens, on est peut-être à 2 signatures d'un tournant absolument majeur pour l'industrie audiovisuelle hollywoodienne et rien que pour ça, vous pouvez dire j'y étais et j'ai soutenu. Une chouette nouvelle cette semaine donc, qui rappelle au passage que celles et ceux qui ne jugent les mouvements sociaux que par la finalité de la contestation manquent peut-être 90% de ce qu'il y a à en dire. Je vous avais dit que l'été serait chaud dans les t-shirts, dans les maillots, mais aussi dans les bureaux des géants de l'audiovisuel. Athletes are on the world stage, that used to unite Americans, something that everyone would start cheering for. But after the U.S. women's soccer team fell in the World Cup over the weekend, well, many Americans are instead cheering their loss. I'm thrilled they lost. Good. I'm glad you went down. You don't support America, I don't support you.
the vitriol doesn't. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de le foot dans Soft Power et je vous propose d'y remédier instantanément et de faire le pont avec ce qu'on avait pu dire il y a 1 ou 2 mois maintenant à l'occasion de la sortie du biopic sur Marinette Pichon, l'une des joueuses les plus importantes du football français, puisqu'en ce moment ça vous aura peut-être échappé, vu à quel point médias et youtubeurs football se sont mis d'accord pour faire une impasse extraordinaire sur la question. C'est la Coupe du Monde de football féminin, la grande messe du sport organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record cette fois-ci de 32 sélections féminines, 32 occasions visiblement de ne pas trop en parler, qui fait tâche vu le grand barnum qu'avait été la promotion de la Coupe du Monde masculine au Qatar l'année dernière. Et si cette dernière s'était justement déroulée au Qatar, cette fois-ci c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande de manière conjointe que se déroule le pendant féminin du 20 juillet au 20 août 2023. Et s'il y avait un endroit où on en parlait peut-être un petit peu plus, c'était bien aux États-Unis où l'équipe américaine visait le grand chelem en tentant de remporter pour la 3e fois consécutive la coupe. Favorite du tournoi, tout était joué, disaient certains analystes, peut-être un petit peu trop chauvins, qui n'avaient sans doute pas vu venir que l'équipe nationale allait se faire éclater et sortir 5-4 au tir au but en 8e de finale contre la Suède. Sans rentrer dans les détails, beaucoup ont imputé cette défaite aux nombreuses joueuses clés blessées avant la rencontre, Mallory Swanson, Becky Sauerbrunn, Sam Mewis et des décisions d'entraînement aussi pour le moins douteuses, laissant le milieu de terrain particulièrement vulnérable dans une équipe où la passation entre légendes du sport bien installées et nouvelles venues ne semblait pas toujours aller de soi. Mais ça, c'est pour les commentateurs, c'est pour les analystes, c'est pour les gens qui aiment et font le football. Mais est-ce qu'on avait pensé à demander aux vrais sachants, aux toutologues de terrain, aux Raphaël Enthoven du ballon rond qui, eux, avaient bien entendu trouvé la vraie raison véritable de cette défaite, le wokisme? Non, c'est pas une blague. C'est pour ça que j'ai vu que ça a été pré-shot dans le chat. Oui. Et ça, c'est la crème de la crème qui vous le dit. À commencer par Benny Johnson, le célèbre commentateur et youtubeur politique conservateur américain et directeur créatif chez Turning Point aux États-Unis. Une organisation qui promet bien sûr les valeurs conservatrices auprès des étudiants et des étudiantes, puisque, je le cite, l'équipe américaine ultra favorite a été éliminée par la Suède au 16e tour. La chute de l'équipe a été provoquée par le coup franc embarrassant. C'est écrit en lettres capitales, alors j'imagine que c'est signifiant, de l'activiste anti-américaine et anti-femme Megan Rapinoe. Rappelez-vous de ce nom, les gens. Alors oui, d'accord, dommage qu'il n'y ait pas de 16e tour en Coupe du Monde, ça n'existe pas. Et dommage que ce soit pas non plus sur un coup franc, puisque c'était une séance de tir au but, donc de penalty. Mais on peut pas avoir raison sur tout, j'imagine. Même si avoir raison sur au moins une toute petite chose, ça permettrait de démarrer un début peut-être d'argumentation et de solidifier ma suspension d'incrédulité, je ne sais pas. Et notre cher Bernie n'est évidemment pas tout seul, puisqu'entre deux inculpations, c'est Donald Trump qui a pris le véhicule en marche pour ajouter, je le cite, parce que c'est toujours un plaisir de le citer, beaucoup de nos joueurs étaient ouvertement hostiles à l'Amérique. Woke égale échec. Une fine analyse politique soutenue par le commentateur de la chaîne Fox, Alexis Lalas. La chaîne Fox, je le rappelle, réputée pour tout un tas de choses, mais peut-être pas pour son ouverture politique. La politique, les causes, les positions et le comportement ont rendu cette équipe antipathique à une partie de l'Amérique. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce pastis, il faut bien remonter un petit peu en arrière. L'équipe nationale féminine des États-Unis s'est engagée à plusieurs reprises ces dernières années dans un certain nombre de causes progressistes. En 2016, les joueuses avaient démarré une bataille juridique afin de réclamer une égalité de rémunération, parce qu'on rappelle qu'elles sont beaucoup moins payées que leurs homologues masculins dans l'équipe américaine, qui pourtant, eux, ont quand même pas gagné grand-chose de très signifiant ces dernières décennies. Comme quoi, c'est peut-être pas tant lié au résultat que ça. Et elles avaient d'ailleurs obtenu en partie gain de cause avec un règlement de 24 millions de dollars en 2022 et surtout un engagement de la US Soccer de travailler à l'égalité salariale, ce qui est un petit peu la classe. Les joueuses avaient aussi porté des bracelets bleu clair, rose et blanc en Floride plus tôt cette année. Floride, une région où la législation anti-LGBT se fait de plus en plus prégnante ces dernières années sous la coupe de Ron DeSantis. Elles avaient également soutenu le mouvement Black Lives Matter en portant des maillots avec les noms des victimes de violences policières et en mettant un genou à terre au début des matchs. Elles avaient utilisé leur popularité et leur influence pour sensibiliser le public aux enjeux sociaux, environnementaux, au changement climatique, à la pauvreté, à l'éducation, à la santé, etc. Et elles avaient, et je pense que c'est en partie le fond du problème pour ces conservateurs, elles avaient notamment pas hésité pour certaines d'entre elles à afficher leur homosexualité et leur non-binarité, à commencer par la légendaire
légendaire footballeuse Megan Rapinoe, on y vient, qui avait par ailleurs reçu le prix Board of Directors de Los Angeles Gay and Lesbian Center en 2013 et la médaille présidentielle de la liberté de Joe Biden en 2022. Tout commence un petit peu à s'éclairer et vous comprenez donc pourquoi beaucoup étaient là à attendre sournoisement derrière leur barreau, ou pas encore derrière leur barreau, ça arrive, le moindre faux pas de l'équipe féminine de football qui a nourri caricaturalement pendant des années leur rhétorique plus que conservatrice. Absolument pas un cas isolé. Rappelez-vous le boycott de Budweiser du fait de son partenariat avec l'influenceur Dailey Mulvaney, boycott qui avait fait chuter de quelques milliards de dollars la valeur marchande de la marque. Rappelez-vous le boycott de M&M's dont l'entreprise avait osé désexualiser un des personnages. Rappelez-vous les différents boycotts de l'entreprise Starbucks, parce qu'au fond, on parle beaucoup de foot aussi quand on gagne le foot, mais perdez un petit peu, surtout quand vous êtes une équipe féminine, et on vous renvoie très vite à des épouvantails symboliques au rôle d'opposants politiques, afin de profiter de ce moment de déception nationale, d'extraordinaire exposition médiatique pour faire avancer son propre soft power, son propre agenda politique, et aussi peut-être pour qu'on arrête en sous-main de parler de vos affaires judiciaires, même ne serait-ce qu'un moment, ça c'est aussi envisageable. Et c'est quand même toujours aussi fascinant et toujours aussi dangereux de voir l'énième relance d'une panique morale pour ce qui relève de la contingence d'un sport et de ses aléas. Allez, moi je ne sais pas, je n'ai pas vu les résultats de France-Australie puisque le match a lieu actuellement pendant l'émission, mais j'espère qu'elles ne vont pas perdre parce que je suis pas très motivé à l'idée que la défaite permette de reparler de voile, de wokisme, d'islamo-gauchisme et pourquoi pas de jeux vidéo. And we are going into another Itzy era soon, so just in time. That is my goal, to at least complete an era before, oh my god, I can't get this out, before a comeback happens so that I'm not like lagging too far behind. But, okay, now we get into some NCT home stuff. I really wanted to use this budget on like, kind of like mark cards that are expensive that I was hesitant to buy by myself, so thanks, bye. But this is his, I think, tin case photo card maybe from NCT Home. Cette semaine, les gens, je voulais vous reparler de l'industrie de la K-pop pour deux raisons. D'abord, pour évoquer un très chouette article de Philippe Mesmer pour Le Monde qu'on m'a envoyé pour l'émission. Un article sobrement intitulé « En Corée du Sud, l'industrie de la K-pop bouleversée par l'intelligence artificielle ». Un article que vous retrouverez bien sûr en description des podcasts et de la VOD et qui fait le point sur pas mal de choses qu'on a pu dire dans Soft Power ces dernières semaines sur le rapport entre l'industrie de la K-pop et le débarquement des technologies d'intelligence artificielle. L'article revient notamment, vous le verrez, sur l'avatar réalisé en intelligence artificielle du rapport Mark Twain, avec lequel vous pouvez discuter des heures. Il revient sur le groupe Eternity, dont les membres n'ont pas une once de chair et d'os, encore qu'on pourrait parler de celles et ceux qui font derrière les voix et derrière les chorégraphies, puisqu'on les oublie bien vite. En tout cas, ils sont encore là pour l'instant. L'article revient également sur le groupe aespa, sur l'artiste Midnat, dont on avait précisément parlé dans Soft Power, et brosse, comme moi, il me semble, un avenir plutôt sinistre de l'industrie. Je vous laisse découvrir l'article. Et si je vous parle également de K-pop, c'est parce que cette semaine, ça chauffe un petit peu du côté du pays du matin calme, mais surtout du côté de la Commission coréenne du commerce équitable, l'équivalent de notre autorité de la concurrence, mais en Corée du Sud, autorité qui a la charge d'appliquer les lois sur le commerce électronique, sur les conditions générales de vente, sur l'étiquetage et la publicité, ainsi que sur la protection des petites entreprises et des consommateurs. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que l'autorité s'intéresse de très près au milieu de la K-pop. C'est elle qui avait approuvé l'acquisition de Pledis Entertainment par Big Hits Entertainment en 2020. C'est elle qui avait eu à se prononcer sur les accusations de publicité cachée contre Jungkook de BTS en 2021. C'est surtout elle qui avait sanctionné une quinzaine de sociétés de musique pour avoir truqué le marché des chansons de musique sans DRM. Et c'est aussi elle qui est en charge de l'actuel dossier du groupe EXO contre SM Entertainment pour abus de position dominante dans les négociations. Même si vous ne connaissez pas ces affaires, c'est pour vous donner une idée du type de travail qu'elle fournit. Et cette semaine, l'autorité de la concurrence sud-coréenne a démarré une enquête en ce qui concerne la vente de photos des membres de groupes de K-pop inclus dans les albums. Une sale pratique qui consiste à
obliger les fans à acheter un nombre important d'exemplaires d'un même album afin d'obtenir la photo de leur choix, ou plutôt de leur non-choix. Complètement un gacha game en édition physique, ce qui est d'autant plus vicieux que ces photos souvent n'ont jamais été publiées ailleurs, et surtout qu'on parle de groupes de K-pop dont la moyenne de membres par groupe est au moins de 42 milliards de personnes, ce qui fait beaucoup de photos. En exemple est notamment cité NCT, un groupe d'idoles d'une vingtaine de membres qui pour leur album Résonance NCT avait décidé, comme ça, c'est la cerise sur le bibimbap, de dispatcher une cinquantaine de photos différentes dans leurs éditions physiques. Et moi qui étais sincèrement très fan d'un artiste, je peux vous dire à quel point vous êtes prêt à beaucoup pour obtenir la photo, pour obtenir le poster, pour obtenir les goodies qui vont sanctifier votre dévotion, a fortiori que ce système de photos implique lui-même l'émergence de nouvelles cultures où des fans vont sur les réseaux déballer plusieurs copies d'un album pour les photos, pour montrer leurs photos obtenues en mode David Lafarge BTS, sachant que, je le rappelle, un album coûte entre 15 000 et 40 000 won, ce qui fait entre 11 et 30 $. De nouvelles cultures qui créent donc une sale autre boucle d'incitation à l'achat permanent et le développement d'un marché parallèle avec la création de plusieurs communautés buy on sell sur Twitter et sur le marché carotte où les fandoms s'organisent pour revendre les cartes photos et acheter celles qu'ils veulent acheter. Bien sûr, lorsqu'on demande aux responsables des maisons de disques et des gérants de groupe, ceux-ci bottent en touche avec un beau on commande pas les rumeurs, c'est pas ça, on commande pas, on commente rien du tout, Et si vous avez des questions, vous pouvez demander à l'avatar virtuel de notre porte-parole. De toute façon, là c'est erreur 404, ils sont pas disponibles. Quant à l'autorité de concurrence sud-coréenne, on sait déjà qu'elle a rendu visite à 3 sociétés majeures du divertissement sud-coréen: SM Entertainment le 31 juillet, JYP Entertainment le 1er et YG Entertainment le 2 août, et ce n'est que le début de l'affaire. Autorité de la concurrence très occupée en ce moment, puisqu'elle devra aussi donner conclusion de son enquête qui vise à examiner les pratiques déloyales présumées des entreprises sud-coréennes accusées de mettre de fortes pressions à leurs sous-traitants afin de fournir des articles à des prix inférieurs au marché. Et là aussi, c'est le géant Hybe qui est clairement dans le viseur. Et quand on demande aux exécutifs ce qu'ils en pensent, eh bien, surprenamment, ils en pensent rien du tout et ils refusent de commenter. Incroyable, mais vrai. Bref, l'autorité de la concurrence a du pain au kimchi sur la planche pour traiter toutes ces questions. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de l'avancée dans les prochains numéros de Soft Power. Vous le savez, vous avez l'habitude. Et en attendant, n'oubliez pas, personne ne doit rien lâcher, car comme le souligne Xiao Huang, anciennement membre du groupe EXO, avant qu'il s'embrouille avec sa maison de production, plus vous abandonnez, plus vous ne pourrez rien faire. Ça fait réfléchir. Est-ce que vous vous étiez dit que le culte Opération Dragon de Robert Klaus de 1973 avec Bruce Lee, dont c'était par ailleurs le dernier film, fêtait cette année ses 50 ans Vous vous étiez dit ça? Non? Eh bien, s'il y en a une qui se l'est dit et qui ne pouvait pas manquer ça, c'est bien Sharon Lee, la fille de Bruce Lee, productrice, mais surtout ayant droit acharné, puisqu'en partenariat avec la nouvelle maison de production Shibuya, cofondée par l'artiste Emily Yang, qui a notamment réalisé ce teaser animé par le studio Shokunit, la Bruce Lee Family Company a entrepris de proposer une production animée sur Bruce Lee, chiquement baptisée House of Lee. House of Lee, donc une série, nous dit-on, basée sur la citation de Bruce Lee: ceux qui ignorent qu'ils marchent dans les ténèbres ne chercheront jamais la lumière, puisqu'il s'agira d'une série d'action fantasy dans laquelle Bruce Lee aura pour mission de rassembler un groupe de Dragon Warriors pour sauver le monde des forces obscures, comme dans la vraie vie, j'imagine. Oui. On n'en sait pas encore beaucoup plus sur le projet qui devrait se dévoiler davantage dans les prochains jours à l'occasion des projections spéciales 4K UHD d'Opération Dragon qui auront lieu dans quelques centaines de salles entre demain et mercredi prochain aux États-Unis et qui devraient être plutôt sympas par ailleurs, puisqu'elles vont être accompagnées d'une introduction de l'historien du cinéma Léonard Maltin qui va s'intéresser à tout l'héritage aujourd'hui toujours visible d'Opération Dragon. Mais on sait
que ça faisait des années que la Bruce Lee Entertainment, la branche production et surtout propriété intellectuelle créative de la Bruce Lee Family, lorgnait depuis des années sur la production d'un animé. Et le projet, les gens, s'est concrétisé quand l'équipe est tombée sur le studio Shibuya après avoir été convaincue par leur court-métrage White Rabbit, co-créé par Emily Yang. Le studio Shibuya, un studio un petit peu particulier puisqu'il s'agit avant tout d'une plateforme NFT. Oui, mais ne fuyez pas tout de suite les gens. Une plateforme NFT qui permet à leurs propriétaires d'interagir avec du contenu original. Ça, on connaît bien le système. Mais ce qui est une rareté, c'est que cette fois, ça a bien débouché sur du contenu original. Ça, on est tout de suite beaucoup moins habitué puisque la plateforme avait annoncé en décembre dernier, carrément, pour continuer ses projets, une levée de fonds de 6,9 millions de dollars pour construire le A24 du Web 3. A24, le studio cinéma très en vogue en ce moment, tout en s'affranchissant du modèle hollywoodien. Des belles paroles, mais quand même. Cette levée de fonds faisait notamment suite à la chute du marché crypto et du marché NFT qui empêchait de continuer l'autofinancement intégral de la plateforme. Et elle a notamment permis la production du fameux court-métrage White Rabbit, qui est pas dingue, qui est vraiment pas dingue, mais qui est quand même déjà 1000 fois mieux que que le rien des promesses habituelles des plateformes NFT. Et c'est donc cette fois avec un gros projet, House of Lee, que Shibuya compte bien tenter de dissiper les doutes autour de son modèle économique et d'en montrer les avantages. Et bien sûr, sur le papier, cette proposition de donner une voix à celles et ceux qui ne peuvent pas en avoir autrement dans le circuit traditionnel, elle est plutôt belle, mais c'est difficile d'aller contre sa méfiance naturelle et légitime envers la mécanique des NFT. Et je ne parle pas seulement de leur exploitation spéculative, mais bien des NFT tout court. Et de l'autre côté de cette production, on a Sharon Lee qui voulait vraiment conserver le contrôle et la propriété de la création parce que, nous dit-on, l'histoire de House of Lee est tellement personnelle qu'elle fait corps avec elle, ce qui est pas très convaincant, parce que Sharon Lee est quand même pas mal connue pour être à la fois très à cheval sur la protection de son héritage quand il s'agit de défoncer publiquement Quentin Tarantino pour sa représentation de Bruce Lee qui était éclaté au sol, ça y a pas de doute, dans Once Upon a Time in Hollywood, ou quand il s'agit par exemple de faire retirer le logo d'une marque de restauration rapide qui avait un petit peu abusé en reprenant exactement l'image de Bruce Lee telle qu'elle, et en même temps être à la fois une vendeuse à tout rompre de l'image de son père à travers des tonnes de produits dérivés, à travers des tonnes de jeux vidéo, de publicités, de documentaires et désormais d'animés, puisque vous l'aurez compris, l'objectif au-delà des pesetas, c'est d'étendre la légende Bruce Lee un peu partout et d'y accoler tout un tas de valeurs dans un grand mouvement de soft power de la Bruce Lee Family, puisqu'il ne faut pas oublier que quand Sharon Lee gère la Bruce Lee Foundation, c'est pour promouvoir les principes véhiculés par Bruce Lee, l'harmonie, l'équilibre, l'authenticité, l'expression personnelle, on se croirait dans une école Montessori, au sein d'une fondation qui organise des programmes éducatifs, c'est ce que je vous disais, des bourses d'études, des événements culturels et des campagnes de sensibilisation pour inspirer les gens à réaliser leur plein potentiel. Super. Puisqu'il ne faut pas oublier non plus que quand Sharon Lee produit la série Warrior, super sympa au demeurant, basée sur un concept original de Bruce Lee, qui raconte l'histoire d'un immigrant chinois qui devient un expert en arts martiaux dans le San Francisco du 19e siècle, elle met en valeur une certaine culture et une certaine histoire chinoise, puisqu'il ne faut pas oublier non plus encore que quand Sharon Lee lance le podcast The Bruce Lee Podcast, où elle partage les enseignements et les anecdotes de son père, ainsi que ses propres réflexions sur la vie, l'art et la spiritualité, elle travaille à la diffusion de certaines valeurs. Et donc, les gens, c'est de cette double rencontre entre Sharon Lee et cette plateforme de création Shibuya qu'est né cet assez curieux projet d'animé House of Lee. Personnellement, je demande à en voir plus. Le teaser me chauffe pas mal. Tant que ça balance des onomatopées et que ça arrache des poils de Chuck Norris, moi de toute façon ça me va. Pas encore de date de sortie, mais il faudra sans doute s'attendre à au moins du 2024. Il va falloir être patient, les gens, en plus de devoir être de l'eau. Il est 18h24 au Japon, donc si mes calculs sont bons, il est 11h24 en France, des horaires un peu inhabituels pour une journée un peu inhabituelle, puisque je vous rappelle que vous êtes toujours sur Soft Power, la matinale pop culture, et que normalement l'émission a lieu le vendredi de 10h à midi. Si vous écoutez pour la première fois, c'est l'heure d'une petite pause musicale d'1 à 2 minutes, le temps de se refaire un café, de mettre le gratin dauphinois en route et de se remettre de la transformation Gear 5 de l'épisode de One Piece
tease de la semaine dernière qui, plus j'y repense, plus me déçoit. Et le temps aussi d'en profiter pour s'abonner à l'émission sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast et sur la chaîne Lex Tutor VOD sur YouTube. On se retrouve juste après les gens, pour parler de Venus in the Sky, une série thaïlandaise. Et oui, ça change un petit peu. On fera un point aussi sur l'avenir du jeu Magic l'Assemblée qui vient de fêter ses 30 ans. Et oui. Et évidemment, d'accord, oui, vous le voulez, on va parler vite fait de l'absurde match de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Allez, on se retrouve tout de suite, les gens, sur Soft Power. Vous êtes toujours dans Soft Power, la meilleure matinale pop culture, à l'exception de toutes les autres, normalement le vendredi de 10h à midi sur Twitch et exceptionnellement aujourd'hui un samedi. Si l'émission vous plaît, je vous invite à envisager de me soutenir financièrement en passant par ma page Patreon, ce qui est, je le redis, le meilleur moyen de soutenir l'émission sur le moyen et long terme. Je remercie sincèrement celles et ceux qui, la semaine dernière, ont passé le cap. C'est un important soutien et je ferai le maximum pour que vous ne soyez pas trop déçus de tout ce qu'il y a à venir sur cette chaîne. Le lien dans la description des podcasts et de la VOD YouTube pour celles et ceux qui veulent et qui peuvent soutenir l'émission, et sur le chat bien sûr maintenant pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. Notez également que si vous avez un compte Amazon Prime, vous disposez d'un sub gratuit à une chaîne Twitch par mois et que ça ne vous coûte rien en plus que ce que vous payez déjà pour votre abonnement, et c'est aussi évidemment une aide précieuse. Et bien sûr pour celles et ceux qui viennent de débarquer et qui se disent mais je comprends rien de ce qu'ils racontent. D'abord je vous rappelle qu'il faut mettre le son à la vidéo, et ensuite il est tout à fait possible de rattraper les premières news puisque l'émission est disponible en intégralité en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, j'en passe et des meilleurs, mais aussi en VOD sur YouTube, seulement quelques heures après le live. Je n'ai aucune vie et je le redis, c'est important vraiment si vous voulez soutenir au maximum l'émission partout où vous allez, des commentaires, des pouces bleus, c'est une aide puissante. Vous venez d'entendre le très chouette morceau Bishoujo Taiteidan no Bouquet, extrait de la bande originale Mahoukako Konoyu Tose, l'adaptation en série animée d'une light novel de Tsutomu Sajima, mais surtout mise en musique par l'incroyable Taku Iwasaki derrière les fameuses bandes originales, fameuses et affabuleuses en même temps, je pèse mes mots, des OAV de Kenshin le Vagabond, quelle dinguerie, et de Gurren Lagann dont j'ai encore du mal à me remettre aujourd'hui en 2023, et c'est sans parler de son travail tout aussi qualitatif sur Soul Eater, sur Angel Heart, sur Get Bakers, et même son étonnant travail très récemment sur Shin Kamen Rider. Taku Iwasaki, le boss, tout simplement. Et j'implore Spotify et j'implore Keanu Reeves chaque jour de mettre à disposition sur la plateforme la bande originale des OAV de Kenshin. Quel plaisir, vraiment, quel plaisir ce serait. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, je vous propose de découvrir une série thaïlandaise dans Soft Power, Venus in the Sky, de son petit nom, dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce, diffusée pour la première fois ce lundi. Entendre si vous écoutez l'émission en podcast. Venus in the Sky, donc une série thaïlandaise produite par 9NAA Productions, une série de production, une société de production et de gestion d'artistes basée en Thaïlande, spécialisée dans la création de séries télévisées de boys love, un genre de fiction qui met en scène des relations sentimentales et ou sexuelles entre personnages masculins. La société de production s'était notamment fait connaître avec les séries à succès qui ont été Check Out et ou encore les 2 saisons d'I Am Your King. Et si rien de tout ceci ne vous évoque quoi que ce soit, je vous invite à avoir la curiosité d'y jeter au moins un œil. Venus in the Sky nous racontera donc l'histoire de Vénus, un jeune homme qui va se décider à retourner dans sa ville natale pour couper avec son travail et sa vie en ville qu'il ne supporte plus, alors qu'un soir il livre des articles pour donner un coup de main à son frère Janus à la tête d'une supérette. Vénus va rencontrer Sky, un jeune médecin joyeux et énergique, et c'est le coup de foudre. Ce sera donc pas évidemment pour le pitch de départ qu'on regardera cette série, ça c'est clair. Série qui sera donc dirigée par la réalisatrice Papare Katsiapong Lupchang, réalisatrice sur laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des informations à cause de la barrière du thaïlandais. Donc si vous connaissez un petit peu les séries thaïlandaises, n'hésitez pas à apporter des informations si vous les avez dans le chat ou dans les commentaires en VOD, et on retrouvera le long des 10 épisodes Top Pranapong qu'on avait déjà pu voir à la tête de la série What the Duck ou en tant que second couteau dans Let's Eat, et Chekwachalawi qu'on pourra également retrouver l'année prochaine dans les séries Kiseki et Lovely Addict où il aura également le rôle principal. Et si je vous parle aujourd'hui de cette série, les gens, c'est pour vous parler d'à quel point celle-ci est prototypique de la montée du boys love en Thaïlande cette dernière décennie, à tel point que le genre est devenu une des sources d'exportation majeures du divertissement
divertissement thaïlandais. Influencées évidemment par l'import important de manga boys love sur les territoires, les sociétés de divertissement thaïlandaises avaient été un temps rétifs à l'idée de mettre en avant des relations homosexuelles dans les œuvres, les relayant à des intrigues de personnages secondaires voire tertiaires. Et puis 2014, c'est ce moment du pays un peu particulier, un contexte global un peu plus favorable aux questions LGBT, à un moment charnière du pays où un projet de loi sur le partenariat civil est mis en avant par le parti Pheu Thai et le parti démocrate, un projet qui va être freiné des quatre fers avec le coup d'état de la junte militaire, mais un moment témoin en tout cas de changement de représentation dans la population, un an avant la promulgation d'une loi complète contre la discrimination qui couvre notamment l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et quelques années avant la rediscussion d'un projet de partenariat civil et même d'un projet de mariage pour tous. Et 2014, c'est la sortie de la série Love Sick, adaptée du roman éponyme, qui va changer le game en mettant en premier plan le périple amoureux de jeunes lycéens gays, le tout en empruntant beaucoup aux tropes du boys love japonais. Un succès autant critique que d'audience qui va servir de porte d'entrée au genre et notamment permettre l'arrivée de la série Sotus, produite par le plus gros conglomérat de divertissement thaïlandais par l'intermédiaire de sa filiale GMM TV, qui va tout défoncer sur son passage et prouver à beaucoup l'intérêt pour le genre, bien sûr, mais aussi sa rentabilité, et vont s'engouffrer alors tout un tas d'œuvres de fiction, mais aussi de documentaires qui vont traiter en même temps que la société thaïlandaise les questions de rapport au genre, de mariage homosexuel, d'appréhension du coming out, d'exploration et de compréhension de sa sexualité à travers des émissions comme Cutie Pie, comme Not Me, toutes ayant, vous l'imaginez bien, explosé pendant la pandémie et les nombreux confinements. Une série comme Together avait tout cartonné en Asie et même touché les tendances mondiales de Twitter en bénéficiant de l'effet Covid, mais il ne faudrait pas non plus, les gens, ignorer la puissance des fandoms boys love thaïlandais qui sont faiseurs de rois et qui ont instantanément fait de tous ces nouveaux acteurs, comme ceux de la série Kin Porsche par exemple, des stars instantanées du pays. Les fandoms ont toujours un des soft power, une des sources de soft power les plus puissantes, ça change pas. Kin Porsche, très chouette au demeurant, je vous recommande la vision. Et c'est donc dans ce cadre du prime du boys love en Thaïlande qu'arrive cette année Venus in the Sky, dont vous comprenez désormais l'attente. Venus in the Sky, donc la série, ce sera à partir du 2 septembre sur Amarin TV et en version uncut sur IQI. une sorte de gros Netflix asiatique où vous pouvez retrouver films, séries, animés, émissions de variété, etc. Et je suis assez curieux d'y jeter un œil, même si à l'occasion j'aimerais quand même bien parler du choix du titre à l'équipe derrière le projet. 30 years ago, almost to the day, Magic the Gathering was born. As part of the celebration of those 30 years, we're going to peer further into the future than we ever have before. Maybe not 30 years into the future, but you're going to get sneak peeks going as far as 2026. We'll walk you through the roadmap to our major 2024 releases. We'll tell you about sets that are still only code names and a twinkle in our eye. We'll be talking about exciting upcoming Universes Beyond partnerships, and you're going to hear from Magic Arena about the future of digital magic as Arena celebrates its 5-year anniversary. As we peek into the crystal ball. La semaine dernière, du 3 au 6 août, s'est tenue la Gen Con, la grande convention de jeux sur table d'Amérique du Nord, fondée en 1968 par Gary Gygax, le co-créateur de Donjons et Dragons. Et si on pouvait s'inquiéter que l'événement peine à reprendre de la force après la coupure Covid, toutes les angoisses se sont envolées le week-end dernier puisque l'édition 2023 a juste enregistré un record avec plus de 70 000 visiteurs uniques. C'est pas mal, visitant les stands de jeux de société, de jeux de rôle, de cartes, de figurines, de plateaux et de plus de 570 éditeurs et vendeurs de jeux présents sur place. Si l'événement est depuis de nombreuses années maintenant un lieu de pèlerinage rêvé pour les joueurs et les joueuses sur table, il est aussi devenu, avec le temps, vous vous en doutez bien, une plateforme idéale pour tous les éditeurs, toutes les entreprises et toutes les marques afférentes au milieu du jeu. Et s'il y en a bien un qui est toujours fidèle au poste d'année en année, c'est bien Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le jeu de cartes culte désormais sous la coupelle d'Hasbro, le géant du jouet, où des joueurs et des joueuses s'affrontent en utilisant des cartes de sorts, de créatures, d'artefacts, de terrains et d'autres éléments fantastiques pour remporter la partie. Et quoi de mieux, les gens, pour prolonger la hype autour du jeu à l'occasion de son 30e anniversaire samedi dernier, que d'annoncer lors de la Gen Con une ribambelle d'extensions et de partenariats juteux pour le jeu de cartes. Wizard of the Coast, toujours éditeur du jeu, a ainsi annoncé
annoncé une collaboration avec Square Enix et la franchise Final Fantasy pour le développement d'un set complet de cartes Magic qui devrait couvrir l'intégralité des jeux vidéo. Et ça, ce sera en 2025. Et ça, malheureusement, moi, je suis un peu yankee de ce genre de truc, donc peut-être que je vais craquer. Aussi, une annonce d'un autre partenariat, cette fois-ci avec Bethesda pour des decks Fallout prévus pour le format Commander du jeu. Et ça, ce sera pour le mois de mars 2024. Un partenariat avec Ubisoft pour un booster spécial Assassin's Creed pour juillet 2024. Et au-delà de ces 3 gros partenariats auxquels on pourrait aussi ajouter certaines cartes alternatives Jurassic Park qui vont arriver cette année dans le set The Lost Caverns of Ixalan. 3 gros partenariats qui ne sont pas par ailleurs, sans rappeler celui de cette année pour la production de set Le Seigneur des Anneaux, dont vous parliez dans le chat, qui n'avait pas manqué de créer la polémique avec sa carte Aragorn noire. Les semaines passent et se ressemblent absolument toutes, décidément. La Gen Con avait été aussi l'occasion de déverser tout un tas d'annonces, d'extensions pour l'année prochaine. Alors, pour les connaisseurs et les connaisseuses, je la fais très rapidement. On a appris ainsi que Ravnica allait faire son grand retour avec 2 sets. Ravnica Remastered qui reprendra les cartes emblématiques des précédents sets sur ce plan, et Murders at Karlov Manor qui propose une enquête policière dans le style du jeu Cluedo, parce que pourquoi pas. Et je passe sur l'extension Modern Horizon 3, je passe sur la sortie de Commander Masters et l'extension Outlaws of Thunder Junction pour le 2e trimestre, et Duskmorn House of Horror pour la fin d'année, même si pour cette dernière c'est un peu marrant parce que elle se déroule dans un manoir hanté inspiré des films d'horreur des années 80, et il faudra, les gens, au moins ça pour les 30 ans de ce qui est devenu la part la plus importante d'Hasbro, nettement devant Transformers et G.I. Joe. Magic en 2022, c'est 40 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, c'est 1,3 milliard de dollars de revenus, c'est quasi 20% du chiffre d'affaires d'Hasbro, ce qui est colossal et qui rappelle à quel point le géant du jouet est désormais dépendant de son jeu de cartes, d'autant plus dépendant que malgré cette performance absolument exceptionnelle, Hasbro avait enregistré une perte nette et sèche de 129 millions de dollars au 4e trimestre 2022 contre un bénéfice net de 81 millions de dollars au 4e trimestre 2021. En cause principale, vous l'aurez imaginé, vous l'aurez compris, la baisse des dépenses des ménages, notamment pendant la période des fêtes due à l'inflation, due à la pandémie et due à la pénurie de produits. Le tout dans un grand capharnaüm de restructuration, à commencer par la suppression de 15% des actionnaires de la société. Non, je plaisante, ça c'est le moment timing blague, évidemment. Pas 15% des actionnaires, 15% des employés d'Hasbro. Vous êtes surpris, je vous avais eu 15% des employés, ce qui représente 1200 emplois qui vont disparaître comme ça. Pouf. A fortiori, je le rappelle, je l'avais évoqué dans d'anciens Soft Power et ça devrait vous parler, si vous étiez là notamment la semaine dernière. Hasbro est dans une période de restructuration autour de ses marques phares et de ses franchises. En témoigne notamment la vente du segment film et télévision pour Lionsgate. Et tout ça, ça met forcément des tensions sur Magic l'Assemblée, devenu en quelques années, depuis le rachat en 1999, le pilier d'Hasbro. D'où les partenariats à foison avec d'autres très grandes franchises, mais aussi d'où le très grand nombre de sets en constante augmentation chaque année, avec pas moins de 16 sets différents l'année dernière, ce qui est abusé, même si Kamigawa Neon Dynasty c'était mortel. D'où les tentatives aussi de décomplexifier le jeu, d'attirer de nouveaux joueurs avec un mode en ligne Magic l'Assemblée Arena, qui a beaucoup pris son envol notamment pendant la pandémie, dans un objectif clair, comme le soulignent les pontes de chez Hasbro, je les cite, d'étendre au-delà du joueur compétitif fidèle, d'offrir plus de produits pour différents segments de joueurs afin de toucher autant le collectionneur que le joueur en société, le joueur social. Bref, autant de tentatives de continuer à faire grossir ce qui est déjà, ma foi, très gros, à tel point que de nombreuses analystes commencent à sérieusement pointer du doigt la surmonétisation de Magic, alors que pour moi c'était déjà des synonymes. Déclarations d'analystes qui impactent par ailleurs directement le cours des actions Hasbro, dont les détenteurs et détentrices doivent commencer légèrement à sentir la patate. Jason Haas, analyste chez la Bank of America, avait souligné en novembre dernier, je le cite, « Nous avons parlé avec plusieurs joueurs, plusieurs collectionneurs, plusieurs distributeurs et magasins de jeux locaux et nous avons pris conscience d'une frustration croissante. La surproduction de cartes Magic a certes permis les récents bénéfices d'Hasbro, mais elle détruit la valeur à long terme de la marque. » Un véritable château de cartes qui est en train de se construire Hasbro donc pour les prochaines années, direction le 40e anniversaire, en misant aussi, et ça devrait vous faire un petit peu sourire
si vous vous souvenez de la semaine dernière, sur une production Magic en partenariat avec Netflix. Décidément, la tendance est bien là. Et donc, les gens du Final Fantasy, du Assassin's Creed, du Seigneur des Anneaux, du Fallout, et peut-être bientôt, pourquoi pas, du soft power, pour s'étendre toujours plus et gagner le plus de terrain pour un jeu qui, habituellement, n'en manquait pas. La grandeur à tout prix, comme le disait la carte de l'Obscur Confident. Vont peut-être faire un octogone. Non, c'est pas une blague, je répète, le PDG de Twitter et le patron de Meta vont peut-être s'affronter dans un combat. Oui, du coup, on peut le dire. Camoulox ! Ça fait quelques années que les deux géants de la tech s'opposent, surtout depuis que Meta a annoncé le lancement d'une plateforme rivale à Twitter. Depuis cette annonce, le fondateur de Tesla a multiplié les messages à l'encontre de Mark Zuckerberg. Mercredi, Musk a tweeté qu'il était prêt pour un combat en cage, en référence à la cage dans laquelle ont lieu les combats de MMA. Zuckerberg s'est empressé de répondre dans sa story Instagram. Il a repris le tweet de Musk et a ajouté « Envoie-moi le lieu ». L'AFP a... Se fera-t-il pas? C'est la question que se posent bon nombre de commentateurs et de commentatrices quant au fameux combat censé opposer Mark Zuckerberg, l'actuel dirigeant du groupe Meta et cofondateur de Facebook, et Elon Musk, le génie visionnaire derrière le rebranding de Twitter en X. Je le rappelle pour celles et ceux dont le fusible n'aurait pas encore sauté suite à l'annonce totalement improbable et un petit peu sinistre d'un tel événement, il faut le dire. Ça fait des mois que Marquis et le seigneur des émeraudes se crêpent le chignon par réseaux sociaux interposés. Lors d'une énième saillie de Musk en juin dernier où il déclarait que Zuckerberg voulait le monde à ses pieds parce qu'il avait lancé le réseau social Thread. Ouais, je sais, pas facile de la dire, celle-là sans rigoler sur cap. Un internaute lui avait alors répondu en mention de faire attention puisque le big boss de Meta faisait désormais du jujitsu. Ce à quoi Musk a répondu qu'il était prêt pour un match en cage si Zuckerberg l'était aussi, en ajoutant un petit lol à la fin. Et c'est désormais comme ça que je vais ponctuer chacune de mes phrases de cette histoire. Et tout aurait pu en rester là, puisque je rappelle que Musk avait aussi défié Poutine en combat, lol. Tout aurait pu en rester là si Mark Zuckerberg n'avait pas sauté sur l'occasion en publiant, comme vous avez pu l'entendre ou le voir dans la vidéo, une story où il demande simplement à Musk de lui donner le lieu de la rencontre, lol. Résultat, un octogone réservé à Las Vegas et puis plus rien. On pensait la blague un petit peu passée, un petit peu dépassée même, que chacun allait retourner à ses exploitations respectives dans tous les sens du terme par ailleurs, mais c'était sans compter Musk qui risque l'implosion si on ne parle pas de lui pendant plus de 2 secondes, puisque celui-ci a remis une pièce dans la machine dimanche dernier en annonçant qu'il faisait de la musculation tous les jours dans son bureau en préparation du combat et que le combat serait retransmis sur X. LOL, facepalm, XD, facepalm, voilà. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de l'issue du combat, celui-ci se voit déjà gagnant si le match est court et perdant si le match est long, parce que la force contre l'endurance, blablabla, blabla, c'est exactement le scénario de Ninja Kid 2. Bien évidemment, Mark, on vit vraiment dans un métaverse. Zuckerberg s'est empressé de répondre sur son propre réseau social en soulignant qu'il avait proposé la date du 26 août pour le combat, mais que celle-ci était restée sans réponse, pauvre chou, et elle risque de rester encore un petit peu sans réponse par ailleurs, puisque Musk prétexte déjà des problèmes de dos qui nécessiteraient une opération, ce qui permettrait de reporter le match au calende grec. LOL, ce qui serait dommage pour lui qui s'entraînait si bien dans son bureau. Alors, au-delà de la blague, vous l'aurez compris, il y a peut-être 2-3 choses à dire, à tirer pour essayer de comprendre cette annonce dont le ridicule n'a d'équivalent que l'improbabilité de sa rencontre. On peut rappeler dans un premier temps que ces annonces régulières d'un combat parcimonieusement saupoudré tout l'été au gré de l'actualité sont tout de même bien pratiques pour détourner l'attention de nouvelles, peut-être un peu moins glorieuses côté Musk, de ses propos transphobes, de ses attaques contre sa propre CEO Linda Yaccarino, de la chute vertigineuse de sa réputation auprès du public américain, moins 13 points en 2022, c'est énorme, et ça sans parler de ses très nombreuses casseroles d'harcèlement, de toxicité, de sexisme qui ne semblent jamais s'arrêter, sauf quand il s'agit de parler de l'immense blague aussi qu'est l'actuelle gestion de Twitter, enfin de X bien sûr, LOL, et du côté de Zuckerberg dont le nombre de casseroles pourrait également le faire passer pour une manifestation anti-Emmanuel Macron à lui seul, on pourrait rappeler les innombrables news sur l'impopularité de son métaverse, mais surtout rappeler le scandale qui
a actuellement lieu au Canada, où Meta a annoncé qu'il couperait l'accès aux nouvelles sur Facebook et sur Instagram à la suite de l'adoption d'une nouvelle loi qui exigeait que ces entreprises technologiques rémunèrent les médias nationaux lorsqu'ils créent des liens vers leur contenu, et que ça s'est manifestement produit il y a quelques jours, ce qui coïncide étrangement avec ces re-annonces d'un match avec Elon Musk. LOL, de feu. Dans un deuxième temps, ce qui me semble intéressant aussi de tirer de ce match annoncé, au-delà de l'évident reflet de la vanité des combattants, c'est à quel point il est symptomatique du fonctionnement de la Silicon Valley. Et ça, c'est pas lol du tout. En septembre 2022, le New York Times avait publié un excellent article sur le retour en force de la broculture dans la Silicon Valley, dans cette fameuse vallée du silicium. Un article qui mettait en avant comment la culture insulaire et machiste de l'industrie technologique américaine était restée largement inchangée, malgré les promesses de diversité et d'inclusion. Un article qui citait notamment plusieurs exemples récents de comportements et de déclarations provocatrices de la part des élites technologiques, à commencer par Elon Musk et Mark Zuckerberg eux-mêmes, adoptant un ton général de plus en plus agressif et de plus en plus arrogant face à leurs rivaux, leurs critiques et à leurs employés, dans des attitudes reflétant une confiance accrue dans le pouvoir et l'influence de la technologie, ainsi qu'une forme de résistance à toute forme de régulation ou de responsabilité sociale. Et il y a quand même beaucoup de ça dans l'annonce de ce combat qui rappelle à quel point la Silicon Valley fonctionne toujours comme un vieux boys club. Est-ce que ce match aura lieu ou est-ce qu'il va se faire boubacariciser? Ça, difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que 1, on s'en fiche pas mal en réalité, et que 2, c'est qu'on a déjà malheureusement le nom des 2 gagnants. Et ça, tout ce que ça m'évoque malheureusement, c'est LOL. Voilà, c'est terminé pour les news de cette semaine. J'aurais pu vous parler également du rejet de la Cour suprême des États-Unis de la requête de l'éditeur de Fortnite, Epic Games, visant à assouplir la politique de l'App Store. On en avait parlé déjà dans Soft Power, on attendait le verdict et caramba, c'est raté. Puisque je vous parle de Fortnite par ailleurs, j'aurais pu vous parler également de la possibilité bientôt dans le jeu de pouvoir visiter un musée sur l'Holocauste in-game. Une nouvelle bien sûr parfaitement accueillie sur les réseaux sociaux. Je vous laisse imaginer. Vous avez l'image, ça y est, exactement ce que vous imaginez que ça a été, évidemment. J'aurais pu vous parler des prédictions de Newzoo, une entreprise spécialisée dans l'analyse du secteur du jeu vidéo, qui prévoit que le marché devrait générer plus de 180 milliards de dollars en 2023. J'aurais pu vous parler de l'annonce du concours Gimme the Mic sur TikTok, un concours musical à l'international pour découvrir de nouveaux talents à la The Voice, qui dit beaucoup de choses sur la volonté de diversification du service, mais aussi sur son écosystème, puisque l'incroyable prix à remporter pour le grand gagnant ou la grande gagnante, ce sera de 2300 €. Ouh, ça va en lancer des carrières, moi je vous le dis. J'aurais pu également vous parler de l'entrée progressive de Disney dans le monde du pari sportif. Après avoir passé des années à bouder et à dénigrer le marché, Bob Iger, le PDG de Disney, a finalement décidé de plonger dedans avec un accord de 2 milliards de dollars avec Penn Entertainment, une société de jeux avec la pire justification de la Terre. Je le cite. Je suis devenu plus à l'aise avec les paris sportifs parce que mes recherches m'ont montré que c'est ce que le jeune consommateur voulait vraiment. Ok, c'est lunaire. Merci Bob, comme d'habitude. Et puis, j'aurais pu vous parler aussi de Google et d'Universal Music qui sont actuellement en négociation d'un accord sur la manière d'autoriser les voix et les mélodies des artistes pour les chansons générées par intelligence artificielle. Mais j'avais déjà trop de news facepalm cette semaine. Alors, je vous propose tranquillement, doucement, de partir à l'assaut des recommandations de la semaine. C'était à l'une de ces dates, mais certains parlent carrément d'expérience mystique. Mylène a la réputation de ne pas lésigner sur l'investissement qu'elle met dans ses spectacles, et ça se voit. Le plateau de la dernière tournée requiert 90 semi-remorques pour le déplacement de tout le matos. Et la direction artistique change radicalement à chaque tournée, avec pour seul dénominateur commun la démesure. Elle et ses équipes ne manquent pas d'imagination pour proposer de l'originalité et du spectaculaire. Dès 1989, pour sa première tournée, elle chante au milieu de pierres tombales géantes, alternant entre tenues tantôt baroques, tantôt carrément goth. Pour le très rock Tour 96, elle évolue dans un décor cyber futuriste. Bon, futuriste des années 90, mais ça revient à la mode, donc pourquoi pas. Elle chevauche même une araignée métallique géante pendant le morceau Alice.
Et puis en 2000... Les gens, est-ce que ce serait pas le meilleur moment de parler de Mylène Farmer à l'occasion de son ultime tournée annoncée, Nevermore? Mylène Farmer, cette artiste franco-canadienne culte qui a largement marqué la pop culture depuis les années 80 de par son univers musical singulier, ses textes audacieux, engagés, travaillant constamment la transgression et ses clips plus qu'ambitieux. Cette vidéo de la chaîne Maxwell, habituellement plutôt orientée métal, revient en détail sur la construction de la mythologie Mylène Farmer et voyage à travers sa rencontre avec Laurent Boutonnat, voyage à travers son emprunt très signifiant du nom de Frances Farmer, actrice américaine décédée dans les années 70, voyage à travers la construction du succès de la chanson et de l'incroyable clip de Libertine, mais surtout voyage à travers ses influences, ses confluences parfois aussi, d'Albator à Baudelaire en passant à Freddy Krueger. Et oui, cette phrase existe, et Maxwell s'interroge aussi sur la structuration de ses concerts, sur son rapport à l'anonymat et sur son rapport aux fans, dans une vidéo d'une demi-heure pas mal riche et très chouette à suivre. Mylène Farmer est plus métal que toi, c'est sur la chaîne Maxwell et c'était vraiment sympa comme tout. De la Perfect Edition, pour son premier combat du tournoi, Son Goku doit se battre contre Pomput, un champion d'arts martiaux qui fait le malin. Mais Goku va gagner le duel très rapidement par un enchaînement de mouvements que le public n'a pas eu le temps de bien comprendre. Il pense qu'il n'a fallu qu'un seul coup pour mettre KO Pomput. Tenshinhan, lui, avec ses trois yeux et depuis sa place dans le public, a pu déchiffrer que Goku a en fait repoussé d'une main le coup de poing de son adversaire et de l'autre bras, il lui a asséné 3 coups de coude ultra rapides. En tant que lecteur, on peut alors revenir 2 pages plus tôt pour mieux redétailler le dessin de cette action et alors mieux prendre conscience de ce qui s'est passé. Par exemple, lors de son premier passage, le lecteur a pu remarquer une duplication du bras de Goku, mais sans forcément noter le nombre exact qui pouvait alors paraître arbitraire. On a l'habitude dans les BD de voir un membre multiplié pour indiquer un mouvement rapide, et l'interprétation que l'on pouvait en faire ici n'était donc pas si bien déterminée avant l'intervention de Tenshinhan. À travers cet exemple, on voit donc la souplesse narrative de la BD, accompagnée par la marge de manœuvre laissée au lecteur, qui permet de mettre... Comment ça, vous n'avez pas encore sauté sur la dernière vidéo de la chaîne de BDmancy? Vous savez pourtant sur le bout des doigts que c'est dans les conditions générales d'utilisation de soft power, chaque nouvelle vidéo de la chaîne Bolchegeek, chaque nouvelle vidéo de la chaîne BDmancy doivent être présentées dans l'émission sous peine de poursuite par l'Arcom. Et dans cette nouvelle vidéo hyper intéressante, encore une fois, BDmancy s'intéresse au rôle actif du lecteur observateur dans la création d'un sens à la narration pour créer un jeu d'influence dans la lecture d'une bande dessinée. À l'appui de sa démonstration, BDmancy va prendre l'exemple du 22e Tenkaichi Budokai, un grand tournoi classique de l'univers de Dragon Ball, et va précautionneusement analyser comment le personnage de Tenshinhan permet de pousser à des allers-retours et de conduire le regard du lecteur dans l'œuvre d'Akira Toriyama pour mieux saisir les enjeux de puissance. Écoutez, c'est toujours aussi bien, ça dure moins de 10 minutes, vous n'avez aucune excuse pour ne pas soutenir ce qui est toujours l'une des toutes meilleures chaînes bande dessinée du YouTube francophone. Si on souhaite le tarif précédent. Et en plus, donc voilà, une citation de chez Disney, nous étudions activement les moyens d'aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leurs familles. Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d'abonnement en y ajoutant des conditions supplémentaires et une politique de partage. Il est probable que le partage de mots de passe soit bloqué ou devienne une option payante avant la fin de l'année sur Disney+. On voit... Pour cette recommandation de la semaine, je vous propose de faire un peu de prospective quant à l'avenir des plateformes de streaming avec cette vidéo assez intéressante de la chaîne Deviant Pro qui revient en détail sur les dernières actualités brûlantes de ces plateformes, à commencer par l'annonce de l'augmentation des prix de la plateforme Disney+, mais aussi de leur réflexion quant à l'interdiction de partage de comptes, ce qui devrait vous parler si vous étiez là les dernières semaines sur Soft Power. Et Deviant Pro s'intéresse donc à la rumeur décidément tenace qui traîne depuis des mois, mais qui s'est renforcée ces tout derniers jours, à savoir celle d'un potentiel rachat de Disney par Apple. C'est très difficile à croire, mais ce le sera peut-être un petit peu moins pour vous après que vous avez vu cette vidéo qui déploie tout un argumentaire autour de la viabilité d'un tel projet. Si jamais ça s'engage, on sait déjà de quoi on va parler ici les prochains mois avant que je me fasse racheter à mon tour. Disney+ augmente ses prix. Quel avenir pour les plateformes de streaming? C'est sur la chaîne Deviant Pro que ça se passe et ça mérite quand même le coup d'œil.
au sein de laquelle les joueurs de Rocket League peuvent évoluer, ce sont les RLCS en 3v3 où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde pour des centaines de milliers de dollars. Le problème, si c'en est un, avec cette ligue, c'est qu'elle requiert de ces joueurs qu'ils aient au moins 15 ans. Alors à ceux qui sont trop jeunes, ceux qui jouent au jeu depuis leur enfance et à qui il semble qu'ils sont capables d'évoluer plus haut que sur des tournois non officiels ou que dans les parties classées du jeu, lors desquelles ils ont à peine, peut-être, une chance de se faire remarquer sur le stream d'un grand créateur de contenu, à ceux-là donc, qui semblent n'avoir pas d'autre choix que d'attendre et proposer autre chose. Une sorte de ligue souterraine non officielle qui ne propose d'ailleurs quasiment jamais de tournoi, mais une chose, très simple, un joueur qui affronte un autre joueur. Ce lieu, c'est la chaîne Twitch et YouTube de Johnny Boy qui flaire dès le départ l'immense potentiel du 1v1 et qui fait s'affronter sur sa chaîne, dès 2016, les meilleurs joueurs du monde. Et si aujourd'hui ces affrontements filmés sont toujours très populaires et que les joueurs professionnels qui s'affrontent déjà en RLCS choisissent encore de confronter leur style de jeu devant quelques centaines de milliers d'yeux, ils sont maintenant aussi autre chose, la naissance de carrière. Johnny Boy, les petits génies trop jeunes pour les RLCS, il les repère sur les classements in-game et il leur donne l'opportunité de montrer au monde ce dont ils sont capables. C'est là qu'ont explosé certains des joueurs les plus doués de l'histoire du jeu et c'est là que j'ai personnellement commencé mon aventure Rocket League. Des showmatchs 1v1, j'en regarde. Pour la dernière recommandation de cette semaine, je vous propose de finir en beauté, assez classiquement d'ailleurs, sur la nouvelle vidéo de la chaîne Ego, spécialisée dans toute cette nouvelle vague de vidéos narratives autour de l'e-sport, qui présente des événements, des personnages, des moments importants du domaine, sur fond de retournements de situation, de grandes nappes électro qui montent en crescendo et de moments étonnant. Et s'il y a bien en ce moment un maître en la matière, c'est bien Ego qui cette semaine nous parle du nouveau dieu de Rocket League, Zen, un joueur aujourd'hui qui fait partie de la team Vitality, est largement considéré comme un prodige et l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Des mécaniques exceptionnelles, une vision du jeu exceptionnelle, un âge exceptionnel puisqu'il n'a que 16 ans et un palmarès dont je vous laisse découvrir la teneur par cette vidéo. Si vous voulez regarder quelque chose qui vous fait vibrer ce soir, c'est la vidéo parfaite. Que vous connaissiez Rocket League ou pas, que vous jouiez ou pas, je vous mets au défi d'y être insensible. Le nouveau dieu de Rocket League n'a que 16 ans sur la chaîne Ego. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Soft Power. Je vous remercie d'avoir été là un samedi matin où vous aviez sûrement beaucoup mieux à faire et ne vous inquiétez pas, on se retrouve bien la semaine prochaine, cette fois vendredi de 10h à midi sur Twitch, peut-être suivi d'une discussion si je me chauffe, ça on verra. Si vous avez manqué des news ou que vous voulez les réécouter, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et les précédentes en format podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Tous les liens sont en description des podcasts de la VOD. Et si l'émission vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr la soutenir à hauteur de vos moyens et de vos envies en faisant soit un don sur ma page Patreon, dont le lien est également en description, soit un sub à la chaîne Twitch. Vous pouvez bien sûr en profiter pour follow la chaîne et pour mettre des évaluations positives à l'émission partout où il est possible de le faire. Allez, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui aussi pour ce nouveau numéro de Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi pour un nouveau numéro, le numéro 26. Cette fois, je suis sûr de ne pas me tromper. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et passez un bon week-end. Allez, ciao!